Donc nous allons reprendre là où nous en étions la dernière fois, et peut-être aller un peu plus loin que ce que vos camarades ont fait. Ça me permettra d'y revenir au cours où quand nous allons nous retrouver donc la prochaine fois. Donc, nous nous étions arrêtés la dernière fois sur l'idée chez Pascal qu'il y aurait dans nos raisonnements des mots primitifs. Alors on avait dit que ça pouvait ressembler à ce qu'on pourrait appeler des arrêts dogmatiques. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est pas simplement des arrêts dogmatiques, et qu'ils ont, du fait qu'ils s'inspirent justement de la méthode axiomatique, sont des éléments qui ne vont être ni vrais ni faux, mais qui vont être des axiomes. Alors, ce qui est très intéressant avec les axiomes, notamment là-dedans, ça va être des idées évidentes, des éléments de tout raisonnement possible, dans la mesure où ils sont très simples. Et l'idée, c'est de savoir ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, on en a parlé, ça veut dire que s'ils sont primitifs, les mots primitifs, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être définis. On ne peut pas aller plus loin dans la définition. Ça veut dire que dès qu'ils sont prononcés, ils sont immédiatement compris, sans avoir à être explicités davantage ou définis davantage. Ça veut dire que dès qu'ils sont dits, ça se passe de mots. On a vu que ça pouvait être un dessin, ça pouvait être un symbole directement émis, directement dessiné. Pascal, par exemple, donne un exemple très clair de ce genre de définition, c'est celle que donne Pascal, c'est-à-dire en gros d'abus de définition. Pascal va définir l'homme ainsi. L'homme est un animal à deux jambes sans plumes. Ça peut prêter à sourire. Et Pascal va commenter cette définition en la disant absurde. Il dit, comme si l'idée que j'en ai naturellement, de l'homme, et que je ne puis exprimer, n'était pas plus nette et plus sûre que celle qu'il, Platon, me donne par son explication inutile et même ridicule. C'est-à-dire qu'à chercher justement à essayer de définir l'homme de cette manière-là, on s'éloigne même de quelque chose qui était déjà très évident sans avoir à le définir. D'accord ? Donc c'est un effet négatif en quelque sorte, d'essayer de définir davantage, alors que dès que l'on prononce le mot homme, en quelque sorte notre esprit en a une idée assez évidente et claire, et il n'y a pas besoin d'essayer de définir davantage. En gros, c'est ça l'idée. Cependant, point très important, ce n'est pas parce que mon esprit se tourne de manière assez évidente vers la même chose quand je prononce le mot homme, et quand vous-même vous le prononcez, que pour autant je suis en mesure de pouvoir dire ce qu'est l'homme, et d'être capable d'en donner sa nature, ses caractéristiques profondes. Et là, on a un glissement, ça veut dire qu'on va avoir une définition peut-être primitive, même pas besoin de définir, ou il n'y a même pas besoin de définir, et donc on peut parler d'un mot primitif. Ça n'empêche pas que l'on puisse produire une définition d'un autre type, une définition que Pascal nomme une définition de chose. Alors, il lui donne une définition de chose. C'est là où il va falloir faire la distinction entre deux types de définitions, la définition de chose et la définition de nom. Par exemple, il y a un exemple qu'il donne un peu plus loin dans le texte, c'est pas parce que tout le monde a une idée relativement identique de ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut désigner quand on parle du temps qui passe, que cela veut dire qu'on en connaisse la nature, d'accord ? Donc c'est pour ça que être capable de donner une définition de la nature du temps n'est pas la même chose que de donner une signification au mot temps. Et c'est ce qui fait la différence entre une définition de chose, de ce à quoi on fait référence, de l'objet même qui est désigné, et la définition de nom, c'est-à-dire pourquoi on emploie ce mot et quelle est la signification du mot, le sens du mot. Donc voyons cette distinction. Pascal, dans ce que c'est que cette définition de chose, il faut savoir que cette distinction entre ces deux types de définitions est une distinction extrêmement classique, qui a été beaucoup travaillée, notamment à l'époque de Pascal, et même au Moyen-Âge. C'était des distinctions extrêmement classiques. Donc la définition de chose, elle consiste à tâcher d'exprimer la nature de la chose dont on parle. Cela implique une démarche scientifique, de recherche et de formation de connaissances. C'est-à-dire que la définition de chose, elle n'est pas stipulée
elle est cherchée. Donc elle est, si vous voulez, presque l'aboutissement d'une recherche scientifique de connaissances. Cela veut dire qu'il va s'agir de donner un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes qui vont déterminer à quoi un terme X, par exemple girafe, va s'appliquer. Est-ce que cet objet respecte les conditions nécessaires pour être appelé girafe? Et ces conditions suffisantes et nécessaires sont des conditions, des caractéristiques physiques, peut-être des caractéristiques que l'on ne voit pas également. D'accord ? On parle, dans ce cas-là, de définition sémantique. Définition sémantique, le mot sémantique vient d'une science qu'on appelle la linguistique, et le terme de sémantique veut dire la sémantique, c'est le contenu d'une phrase, c'est-à-dire ce à quoi fait référence une phrase, un mot. Et donc quand on parle de définition sémantique, on parle donc de la référence d'un mot, et donc voilà, donc c'est l'objet, la chose à ce à quoi on fait référence, d'accord? C'est pas purement et simplement le sens, mais bien la référence. Il y a un objet à quoi réfère un mot ou une phrase. Donc ici, la conception sémantique de la définition, qui est la deuxième type de définition que vous avez à connaître, et celle-ci, définir X, girafe, homme par exemple, justice, sera donc de spécifier un ensemble de conditions que satisfont toutes les choses qu'on appelle X, girafe, justice, homme, et seulement elle. Définition absolument à connaître. Alors, ça veut dire qu'une telle définition s'expose à la fausseté et à l'erreur. Par exemple, si je définis l'homme comme un animal raisonnable, je vais chercher à préciser la nature de chacun des êtres que désigne le mot homme. D'accord ? En quelque sorte, je présuppose presque le fait que j'entends bien parler d'homme, d'accord ? Ça, on va y revenir. Je présuppose déjà de savoir de quoi je parle quand je parle d'homme. Mais ce que je cherche à faire dans une définition de chose, je cherche à en déterminer la nature. Donc là, je dis que l'homme serait un animal raisonnable. Je vais devoir faire, du coup, des études, en quelque sorte, sur le fait de pouvoir dire que tout homme est bien raisonnable. Et dans ce cas-là, il peut s'avérer que tous les hommes ne sont pas des animaux raisonnables. Donc dans ce cas-là, on peut considérer, dans une certaine mesure, que la définition va être fausse. Ou fausse, donc trop étroite. Ou dans l'autre cas, la définition peut être trop large. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des animaux autres que l'homme qui sont aussi raisonnables, et dans ce cas-là, la définition de l'homme comme animal raisonnable serait tout aussi inadéquate. Passons à la définition de nom. La définition de nom, c'est celle qui intéresse Pascal depuis le début, on en a déjà parlé, et elle consiste, on l'a déjà dit, dans une stipulation. C'est-à-dire que nous allons affecter de façon arbitraire, sans aucun égard à la signification ordinaire d'un mot, une signification à un terme. Le tout, c'est de le prévenir. En gros, on passe un accord avec le lecteur, un accord avec celui qui raisonne. Par exemple, je peux décider d'appeler Smerdijks les pangolins morts avant le 1er janvier 2020. Tout aussi étonnant que ça puisse paraître, mais je peux le faire. Rien ne me l'empêche d'un point de vue argumentatif et démonstratif. Et du fait que je peux le faire, et à partir de là raisonner, quel que soit le raisonnement que je peux faire, peut-être l'étude des pangolins, ça, quelle que soit l'utilité qu'on peut en avoir, il n'y a aucun espace pour une erreur quelconque ou pour une quelconque inadéquation, puisque je passe une convention et disons qu'il n'y a pas d'erreur possible. La seule erreur possible, c'est du fait que je vais ne plus respecter la convention que j'ai établie en début de raisonnement. C'est exactement ce que l'on fait, par exemple, dans un exercice de mathématiques, dans un raisonnement de mathématiques, on passe une convention. Et c'est dans le cadre même de cette convention qu'il est possible alors de pouvoir démontrer quelque chose, de faire voir un certain nombre d'éléments, et d'arriver à des conclusions possibles vraies. Il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de fausseté possible, c'est une convention. Voilà. Et rien d'ailleurs ne m'oblige à m'assurer que le terme que je définis de la sorte, de façon conventionnelle, désigne bien quelque chose qui existe. Alors la seule critique que l'on peut faire, il y en a deux, c'est qu'on peut considérer qu'elle peut s'éloigner trop de l'usage habituel du terme. Deuxième grosse critique que l'on va voir avec un extrait tiré de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, avec Alice et Humpty Dumpty, c'est que, étant donné que, donc non seulement c'est cette première critique, mais l'autre critique qui peut être faite est toujours liée à cet écart avec l'usage ordinaire du terme, c'est que on va avoir besoin de l'usage ordinaire du terme pour pouvoir en quelque sorte définir.
C'est-à-dire, il y a tout un ensemble de mots qui vont nous permettre de faire et de passer convention. Exemple, c'est un petit Dumpty qui commence, qui parle. Un petit Dumpty, c'est ce personnage-là que vous avez sur l'image ici. Voilà donc de la gloire pour toi. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Un petit Dumpty sourit dédaigneusement. Évidemment que tu ne comprends pas. Pour ça, il faut que je te le dise. Je veux dire, voilà un argument décisif pour toi. Mais gloire ne veut pas dire argument décisif, objectait Alice. Lorsque j'utilise un mot, un petit Dumpty, avec mépris, il signifie exactement ce que je choisis qu'il signifie, ni plus ni moins. La question est de savoir si vous pouvez faire signifier au mot autant de choses différentes, dit Alice. La question est de savoir qui est le maître et rien d'autre, dit un petit Dumpty. Ça pose tout un tas d'autres questions liées au pouvoir que l'on a sur les mots, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au sein même d'un raisonnement, le pouvoir est donné à celui qui raisonne. Mais ce qui est très intéressant et que soulève Alice, notre pouvoir en quelque sorte a une certaine limite, à la mesure où on va essayer de se faire comprendre. Et le fait de pouvoir se faire comprendre a besoin de s'appuyer sur un usage ordinaire et sur le fait que un petit Dumpty parle la même langue, et du coup la difficulté c'est qu'à un moment il va falloir continuer à se faire comprendre. Ça veut dire que la définition nominale d'un terme, comme ici gloire et argument décisif, la définition nominale, même si elle est arbitraire, va toujours supposer un usage ordinaire des mots. C'est-à-dire peut-être même de dire, bon, je m'éloigne un peu du sens qu'on emploie d'habitude, je vais resserrer, je vais donner un sens plus restreint, etc. C'est une convention. Mais ça veut dire quand même qu'on va présupposer systématiquement une compréhension possible. Or, on a tendance à penser que c'est parce qu'on comprend un mot qu'on est capable de le définir. Or, et c'est ça qui est très intéressant, c'est pas pour autant que tout le monde est capable de définir. Je veux dire, vous utilisez des mots, on se comprend, et en règle générale, on définit assez peu les mots qu'on emploie. Comprendre un mot ne veut pas dire savoir le définir. D'accord ? Nous utilisons des mots sans jamais nous soucier de leur définition, et sans jamais qu'on nous le demande. On présuppose régulièrement que si l'on comprend un mot, on est capable de définir. Et nous n'apprenons presque aucun mot au moyen de définition. C'est ce que nous allons voir dans un prochain temps, qui est la question de, justement, de nouvelles formes de définition qui, en fait, présupposent les autres formes de définition de choses et définition de mots. Ça va être ce que nous appelons en philosophie la conception pragmatiste de la définition, que nous allons voir dans un prochain temps.